Voilà, bonjour à tous. Donc, Frédéric Balin, je suis responsable de la direction des déplacements d'eau et de la sécurité des aménagements de voirie au niveau du SPOE. Oui, normalement. Voilà. Et donc, la grande question de quel aménagement choisir au niveau cyclable et surtout quelle séparation par rapport au trafic motorisé, mais également, et on l'oublie trop souvent, par rapport aux piétons. Alors, d'abord pour rappel. Tu dois. Non. Oui, tu passes à la suivante. Ça prend le temps. Donc d'abord, trois grands principes par rapport à ça, par rapport aux grands aménagements. On a d'abord la mixité. Et donc dans la mixité, on entend également la bande cyclable suggérée, la rue cyclable, voire éventuellement les F99C, qui sont de la mixité, voire sur certaines voiries, rien du tout. On a la séparation visuelle par rapport au trafic, donc principalement la piste cyclable marquée à ce cas-là, et la séparation physique, et là il y a plusieurs statuts possibles. Des cheminements cyclables, des cyclables unis d'un signal D7, D9, D10, ou éventuellement les chemins réservés, que ce soit un chemin à part entière ou une partie de la voie publique sous statut F99A ou F99B. Alors comment concrètement on agit? Eh bien, deux critères fondamentaux par rapport à ça qui sont pris en compte d'abord en priorité, c'est la V85 et le trafic. Pourquoi? Parce que c'est les deux critères les plus fondamentaux et qui ont le plus grand impact sur le partage de l'espace. S'il y a beaucoup de trafic ou si les vitesses sont élevées, ça a un impact sur le dépassement, ça a un impact sur le croisement, ça a des grands différentiels de vitesse qui peuvent avoir un impact sur la sécurité tant subjective qu'objective des cyclistes, mais également sur la cohabitation entre les différents usagers. Alors, pour arriver à intégrer ces différents paramètres, il y a un grand tableau qui existe d'aide à la décision, qui est le graphique suivant. Et donc, suivant les volumes de trafic, suivant les volumes de trafic, vous avez la zone verte où la mixité est envisageable, la zone bleue, là c'est une séparation physique, et puis vous avez la zone grise qui est entre les deux, où il faut analyser au cas par cas. Alors, derrière ce tableau, on a des tableaux un peu d'aide à la décision. Alors soyons clairs, c'est toujours des tableaux d'aide à la décision, et après il faut être pragmatique par rapport aux situations de terrain. On ne saura jamais toujours avoir la situation idéale. Et donc, par exemple ici, donc hors agglomération, dans les routes à orientation de trafic, donc dans les zones 7, ben on est sur des voiries à 120, 90 ou 70 km/h. Et là, ben il est clair qu'on doit être sur d'aménagements cyclables séparés. Sur des routes secondaires, ben, si le volume de trafic est important, on se retrouve toujours dans la zone 7. À 90 km/h, c'est l'aménagement cyclable séparé qui est l'aménagement recommandé. À 70, idéalement, c'est toujours l'aménagement cyclable séparé, mais dans certaines conditions, si on commence à diminuer un petit peu avec moins de trafic, ou alors parce qu'on peut faire des zones tampons suffisantes, ou alors parce que voilà, on ne sait rien faire d'autre dans le type de chantier qu'on a actuellement, ben pourquoi pas envisager une piste cyclable dans l'attente d'un autre aménagement ultérieurement. Et donc, au plus le trafic diminue, même avec des vitesses élevées, ben voilà, on peut éventuellement envisager à ce moment-là de la mixité. On va donner le cas classique, un chemin rural en race campagne, il ne va pas nécessairement avoir un statut F99C. On ne pourra peut-être pas le donner réglementairement parlant. Et puis, pourquoi donner des statuts à toutes les voiries? Et donc, à ce moment-là, ben, la voirie, effectivement, est limitée à 90 km/h par le code de la route. Dans les faits, personne ne roule à 90 km/h. C'est des voiries, parfois, où on roule à 30, 40, 50. Ben là, le partage de l'espace peut tout à fait s'envisager. On se retrouve en agglomération avec d'autres zones. Des routes à orientation de trafic, ben en agglo, on peut en avoir à 70 ou 50 km/h. On est un peu dans les zones 4 et 7, ici, au niveau du schéma. Et donc, ben à 70, on est dans le même principe que dans la zone précédente, aménagement cyclable séparé, éventuellement séparation visuelle. À 50, on a toujours beaucoup de trafic. Et donc, même à 50, dans des routes où il y a beaucoup de trafic, l'aménagement cyclable séparé est la meilleure option. Par contre, voilà, parfois, dans des cas de figure, ben, il faudra envisager une séparation visuelle. On n'a pas la place pour faire autre chose. On se retrouve dans des configurations un peu serrées entre du bâti existant. On a des besoins en stationnement sur lesquels on ne sait pas trouver d'autres solutions. Voilà, on doit s'adapter à la situation. Puis, dans les zones 2, 4, 5, des routes collectrices, qui peuvent être à 50 ou 30 km/h, ben, il faut l'analyser au cas par cas. Et là-dessus, ben, il faut faire appel à des experts. Et donc, vous pouvez toujours faire appel à vos inspecteurs communaux pour avoir éventuellement des recommandations ou des conseils.
voire éventuellement à d'autres personnes, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Dans les rues locales, zone 3-4, le trafic diminue à ce moment-là, et donc on peut envisager du trafic mixte. Après, suivant le contexte, vous êtes en abord d'une école importante, vous êtes dans un contexte où vous devez faire une liaison forte, eh bien, voilà, on peut toujours marquer une piste cyclable ou éventuellement faire un aménagement séparé. Après, à adapter suivant le contexte, suivant les trafics piétons, suivant le type de trafic éventuellement qui passe. Si vous êtes sur une ligne à rue locale où il y a des bus qui passent, parfois, voilà, une séparation pourrait être possible. Et puis, on en retrouve avec des zones qui sont tout à fait autres, dans les zones 1, qui sont plutôt des zones 30, des rues cyclables, des zones résidentielles de rencontre, des zones piétonnes. Mais là, on est pile poil dans des trafics mixtes avec du partage. Je rappelle quand même qu'on a nuancé sur la zone 30. Si jamais vous avez des trafics importants, ce n'est pas parce qu'on est en zone 30 qu'il ne faut pas nécessairement envisager un aménagement cyclable séparé. Mais là, on est uniquement sur 2 critères. On a uniquement vu la V85 et le trafic. Ce n'est pas les seuls critères à prendre en compte. Vous en avez toute une série d'autres qui permettent éventuellement de nuancer et de faire pencher la balance vers l'un ou l'autre aménagement. Vous avez la composition du trafic. Si vous avez beaucoup de camions sur un trajet ou que vous êtes sur des lignes bus importantes, ou alors, et ça c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup en Wallonie, mais il y a quelques communes concernées, des réseaux de trams, le partage de l'espace n'est peut-être pas la meilleure idée. Puis vous avez la hiérarchie du réseau. Sur des axes de transit importants, l'aménagement cyclable séparé est certainement la meilleure solution. Si vous êtes sur du réseau de desserte locale, le partage de l'espace a tout son sens. Il faut que les usagers apprennent à partager l'espace entre eux, que les automobilistes apprennent qu'il y a des vélos sur les routes, qu'il y a des piétons qui sont les trottoirs qui doivent traverser. Puis vous avez la gestion du nombre et du type de carrefour. Si vous êtes des endroits où il y a beaucoup d'accès riverains, où il y a beaucoup de carrefours, un bidirectionnel n'est peut-être pas la meilleure solution, parce que ça peut causer des surprises. Donc c'est à voir au cas par cas. Puis vous avez la largeur. Vous avez 7 mètres entre façade et façade, vous pourrez danser sur votre tête, vous ne saurez jamais faire un aménagement cyclable séparé si vous gardez les 2 sens de circulation. Ça, c'est pas possible. Par contre, vous avez des voiries larges, peut-être que vous pourrez réaffecter l'espace, supprimer une bande de circulation, supprimer une bande de stationnement parce que vous avez des poches quelque part. Ça fait partie des éléments à prendre en compte. La gestion des pentes. Alors là, il y a 2 débats. Souvent, on dit, voilà, les cyclistes ont besoin d'avoir un espace plutôt dévolu dans le sens de la montée, parce que voilà, un cycliste ne va jamais rouler droit dans le sens de la montée. Si vous devez privilégier un aménagement, c'est peut-être l'aménagement à ce moment-là cyclable dans le sens de la montée, pour lui donner un espace. Dans le sens de la descente, le cycliste roule plus vite. Voilà, le partage de l'espace est peut-être plus intéressant si on ne sait pas faire autrement. Puis vous avez l'intensité du trafic cycliste. Si vous avez beaucoup de vélos à un endroit, peut-être qu'il faut réfléchir à 2 fois avant de partager l'espace avec les piétons sur 2 mètres de large. Vous allez créer des conflits cyclo-piétons qui sont complètement contraires au principe stop. Et là, ce n'est pas la solution. Vous avez aussi la cohérence du réseau cyclable. Ça, c'est un itinéraire continu. L'aménagement doit être lisible sur sa continuité pour les cyclistes. Ça ne sert à rien de passer sur piste cyclable, aménagement séparé, F99, ça devient peu compréhensible. Puis vous avez toute la gestion du stationnement par rapport aux... Là, c'est toute la gestion des espaces tampons par rapport au stationnement, pour garder de la place par rapport à ça. C'est éventuellement pouvoir libérer de la place par rapport au stationnement. Et si on ne sait pas faire autrement, ben voilà, peut-être la bande cyclable suggérée est une solution. Toujours par rapport aux autres critères. Donc vous voyez, c'est jamais une solution unique, c'est toujours une combinaison de critères. Et puis, il y a le grand principe de la cohabitation avec les piétons. Et ça, c'est un critère primordial à prendre en compte. Et c'est quelque chose sur lequel on sera très attentif quand on aménagera les dossiers, quand on vérifiera les dossiers. Et donc, c'est vraiment le principe stop qui est d'application d'abord. Donc, priorité aux piétons, ensuite aux cyclistes. Et là-dessus, on se retrouve avec parfois des problèmes qu'on retrouve simplement entre les vélos et les cyclistes. On les retrouve entre les piétons, entre les vélos et les voitures, on les retrouve entre les piétons et les cyclistes. Il y a un différentiel de vitesse entre le piéton et les cyclistes. On peut avoir une forte densité de piétons et de cyclistes dans certaines zones. À ce moment-là, le partage de l'espace, il faut le réfléchir à 2 fois. Les cyclistes n'ont pas nécessairement une trajectoire rectiligne, les piétons non plus. On se promène, on se balade. Donc voilà, il faut adapter. Le vélo, ça se déplace silencieusement. Alors, effectivement, on doit utiliser la sonnette selon le code de la route. Et voilà, tout le monde ne l'utilise pas. Il y a toujours l'effet de surprise. Si vous avez beaucoup de riverains sur une zone, les riverains sortent de chez eux. Si votre piste cyclo-piétonne vient se coller aux maisons, un enfant qui sort d'une maison ne va pas nécessairement penser qu'un vélo approche. Donc attention à ça.
Et si vous faites passer vos vélos à droite des véhicules, attention aux ouvertures de portières et donc au partage de l'espace aussi. Un enfant qui sort sur un trottoir ne pense pas toujours à regarder derrière chez lui, même un passager d'une voiture. On fait attention sur la route, pas nécessairement côté trottoir. Donc, c'est tous des éléments à prendre en compte sur la cohabitation avec les piétons. Et donc, jamais un aménagement cyclable ne doit se faire au détriment des piétons. Et donc, dans les cohabitations avec les piétons, on a deux gros aménagements cyclables possibles. En résumé, c'est le D10 et le F99. Alors, de notre côté, soyons clairs, quand on est sur des partages comme ça, de l'espace avec des piétons, sur des espaces plus contraints, on privilégie le F99A au détriment du D10. Pourquoi? Parce que le D10 oblige les cyclistes à l'utiliser, alors que le F99A ne les oblige pas à l'utiliser. Et donc, tant qu'à faire, autant que les cyclistes plus aguerris ou plus rapides ne se trouvent pas sur les cheminements partagés avec les piétons. Laissons cet espace aux enfants, aux gens moins aguerris, aux gens qui ont un peu la peur de rouler sur les routes. Donc voilà, donc évitons le D10 et utilisons-le avec parcimonie sur notre réseau. Alors, toutes ces fiches, tous ces éléments, vous allez les retrouver dans la Sécurothèque. C'est vraiment la référence au niveau de la région wallonne pour tous les aménagements sur le réseau, dont les aménagements cyclables. Alors ici, tout ce que je vous ai dit vient de la fiche 39 sur quel aménagement cyclable choisir. Et plus globalement, vous avez un dossier thématique sur les aménagements cyclables. C'est vraiment la référence et c'est ce qui nous servira à valider les aménagements proposés dans le cadre de WACI. Alors, puisqu'il y a le débat du B-band qui a été ouvert tout à l'heure, on m'a demandé de le creuser un tout petit peu. Et donc, j'attire votre attention sur quelques éléments. Je rappelle que le Code de la route autorise les vélos à faire 1 mètre de large. Donc, un vélo avec remorque peut faire 1 mètre de large et on sait très bien que certains vélos, même en déplacement utilitaire, utilisent parfois une remorque ou transportent leurs enfants sur une petite remorque à l'arrière. Si vous comptez 1 mètre de large, et sachant qu'on a dit aussi qu'un cycliste ne se déplace pas tout droit, comptez à ce moment-là 1,20 m de large pour un aménagement unidirectionnel pour les vélos. Avec ça, vous n'avez pas géré le dépassement des vélos. Vous devez gérer donc chaque sens. Donc vous êtes à 2,40 m d'aménagement. Si vous êtes à 2,40 m sur du biband, vous avez un aménagement cyclable, enfin vous avez une voirie tant qu'à faire de 2,50 m à 3 m. Et donc, quel est l'intérêt de faire du biband si on veut des aménagements de qualité pour un déplacement utilitaire pour les vélos, en tenant compte qu'on veut vraiment un report modal fort des cyclistes au profit des cyclistes. Donc voilà, ça c'est notre avis par rapport au biband de manière générale. Je ne sais pas si vous avez d'autres thématiques ou questions, si on y reviendra par après. Sinon, je laisse la main.